Bonjour et bienvenue dans le point lecture du Black November. Ça, c'est la lecture du Black November. Ça, c'est les ajouts. Bah oui, il fallait bien que j'ajoute. Que voulez-vous? Alors, on va commencer par le Black November, parce que pour ceux qui ne sont pas du tout intéressés par mes ajouts du mois de novembre, et bien comme ça, vous pouvez regarder la vidéo uniquement de mon point lecture du Black November, et puis après vous coupez. Voilà. Enfin, si vous êtes intéressé, vous restez, hein, je ne force personne, hein, voilà. Alors, ceci, c'est donc le point lecture du Black November. Oui, il y a des signés, parce que j'ai noté des endroits où je voulais discuter. Oui, parce qu'on peut... Et donc, comme vous le savez, le Black November est organisé par Madame Séverine de la chaîne Il est bien ce livre sur YouTube et sur Twitch. Et je fais encore cette vidéo à l'arrache. Oui, voilà. Vous me voyez tel que j'arrive le soir à la maison. Débraillée, coiffée à peu près n'importe comment. Pas de vernis, et visiblement très énervé parce que le général Hux a fait une connerie en mon absence, voilà. Alors, comme vous le voyez, il y a le déco de Noël. Voilà, alors, ici, c'est la jolie déco. Voilà. Et ça, c'est le calendrier de l'Avent de Lisa. Voilà. Et je referme systématiquement bien les fenêtres pour qu'on garde la jolie vue. Alors, je vous détaille pas, hein, il y a des guirlandes, il y a une bestiole, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une jolie boule, il y a mon verre avec mes noix du Périgord, et une poupée russe, un héritage, voilà. Bref, un papa Noël, enfin, voilà. Voilà. Il n'y aura pas plus, d'habitude, vous avez, enfin, celles qui ont l'habitude de plus de déco, plus charlet. Le problème, voilà, hein, je l'ai expliqué, c'est que à la fin de l'année, je ne pouvais pas faire mon bilan sans avec les bouquins, puisque j'avais tout enterré sous un dédale de trucs. Donc là, fini. Toutes les décos seront derrière, tant pis pour vous, hein, vous les verrez pas, mais si vous me suivez sur Instagram, vous les verrez, je vous les montrerai. Alors, on commence tout de suite le point lecture de The Black November, sinon ça va durer 3 plombes, et j'en connais qui vont encore me dire « Tu blâmes la tête trop !» Voilà, mais non, je plaisante. Et bon, voilà, c'est comme ça, et puis, alors, excusez d'avance les trous, et tout ce qui peut se passer, sachant que, comme je vous dis, j'arrive à l'arrache, puisque hier soir, donc dimanche soir, le 5... Séverine a fait son bilan The Black November sur Facebook et que là ça m'est arrivé là quand j'ai clôturé le live de Séverine, je me mais tu n'as pas enregistré la vidéo pour mardi? Oups. Donc vu l'heure qu'il était, je me suis dit je vais la tourner lundi, mais lundi, comme le lundi généralement je sors un peu plus tôt, je me suis dit oh ça va, j'ai le temps. Bah ouais, tu parles, t'as le temps. Je suis arrivée encore à l'arrache. Bon, bref, putain, ça fait encore 4 minutes d'intro, comme d'habitude, que des conneries passées, hein. Allez, aux 4 minutes, ça... je plaisante. Voilà, donc tout ce que j'ai lu pour The Black November, vous avez vu la vidéo, donc vous savez à peu près. Donc, première semaine, on devait lire un thriller policier, Général Hux se signale, comme d'hab, vous le savez, d'un auteur mort. Et donc, j'ai fait ma première lecture commune avec Lilou, de la chaîne Lilou Books. Alors, Lilou a eu un événement qui a fait qu'elle n'a pas terminé la lecture, mais elle l'a commencé avec moi. Et on avait décidé de lire donc Birdman de Mo Heder, qui est malheureusement décédé il y a peu de temps. C'est son premier de la série sur Jeff Caffrey. Évidemment, la gogole que vous avez en face de moi, eh bien, avait lu uniquement le proie. Oui, c'est rien, hein. Hux va monter en vocalise, hein, voilà. Il est malheureux, sortez les croquettes et tout. Non, il a rien, pauvre garçon. Il a absolument rien à bouffer, à boire et tout. Il est très très malheureux. Mais vu ce que c'est parce qu'il croit que j'ai pas changé son eau. Donc il gueule pour que la servante, la gueuse, vienne lui chercher. Général Armitage Hux. Il supporte pas. Bref. Donc, ça va être difficile cette vidéo, je le sens. Donc j'avais lu 2 Mo Heder qui étaient Proie, oui je fais jamais les choses comme les autres, et le one shot qui est Tokyo que j'avais beaucoup aimé, et Proie aussi beaucoup, j'avais aimé la plume de Mo Heder, l'ambiance, le personnage de Jack Caffrey, et donc on s'est lancé dans Birdman qui est son premier, donc il plante le décor donc, de l'inspecteur qui va être sa saga, et cette première enquête. Donc
la première partie du roman se passe beaucoup plus autour de Jack Caffrey. En fait, elle pose son personnage, elle pose son passé, puisque en fait, il a un frère, un jeune frère qui a disparu et qu'on n'a jamais retrouvé. Et vieillissant en étant inspecteur, il a quand même des soupçons sur le voisin d'à côté. Voisin qui l'épie, littéralement. Il a un problème, il garde pas les filles, hein, il en a une, il sait pas comment s'en débarrasser, parce que, bon, si vous lisez, vous verrez, il est un peu dans la merde, il n'ose pas, hein, voilà. Donc, courage Fillon. Et donc, on suit. Parallèlement, il va avoir cette enquête où on va retrouver ces femmes mutilées et où très rapidement, on va découvrir que puisqu'en fait tout leur intérieur a été enlevé, organes génitaux compris, que à l'intérieur avait été inséré un oiseau, Birdman, un oiseau dans la cage thoracique. Simplement, assez vite on comprend que l'oiseau était mi-vivant à l'intérieur de la... Ok, voilà, ça c'est fait. Donc, vous voyez le... Et donc on va suivre dans la deuxième partie plus l'enquête, le développer, alors les rebondissements, les fausses pistes. En fait, bref, Moeder dresse vraiment un personnage, alors tous ces personnages sont comme ça, mais elle dresse ce pas de deux entre la vie de Jeff Caffrey et ce fameux Birdman. Pourquoi il a fait ça, comment il a fait ça. Alors les scènes sont un peu plus, on va dire, sanglantes. Moi, ça va de mal en pire, hein, en gros. Et elle a ce style, elle avait ce style d'écriture très fluide, très agréable, très addictive. C'est quelqu'un, moi, honnêtement, voilà, je la compare, alors elle n'est pas comparable, hein, commencez pas, mais je la compare à ce genre de saga avec un flic. J'ai lu, par exemple, M.G. Arledge, avec son Ellen Grace. Autant Ellen Grace, son personnage me déplaît pas. Autant la façon de faire de Arledge à la fin trop rapidement ne me plaît pas. Tandis que Moeder, c'est linéaire. Alors vous allez me dire c'est linéaire, on sait un peu. Oui, mais il y a quand même quelque chose de plus développé pour moi chez Moeder. Et donc là, c'est pareil, vous prenez des vagues par brassée de 12. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qu'elle a fait autour de Jeff Caffrey, et j'aime beaucoup le personnage qui est ce genre de flic un peu un anti-héros, ce genre de flic avec des casseroles par brassée de 12 derrière, toujours cabossé par la vie, mais qui dans son boulot est quand même assez carré, même si il prend des... voilà. Bref, elle fait quand même un roman, enfin premier de la série, qui vous fout une claque, en gros. Donc je comprends qu'elle ait eu des fans petit à petit, surtout ces trucs, même si on m'a indiqué que Pigman ou Pigman Island, je sais plus. Non, Pig Island, je crois. Je sais pas s'il est là. Pig Island. On m'a dit que c'était le moins bon de la série. Donc, comme j'ai lu 3 Proies et que j'ai lu donc Birdman, je vais me taper tous les autres. Voilà. Ils m'attendent sagement en version poche quand j'ai pu les trouver d'occasion. Voilà, donc franchement, Moeder, première bonne lecture de The Black November. Et merci à Lilou pour nos petits échanges, même si à un moment donné, on s'est arrêté d'échanger sur le livre et on a échangé sur d'autres choses. Mais, voilà. Vous allez voir, c'est pas la seule qui m'a laissé tomber. Il y en a qu'une qui m'a pas laissé tomber. Deuxième semaine, on devait lire un thriller. Alors toujours en binôme si on pouvait, bien sûr, et avec des auteurs différents. Donc en fait, là c'est une anglaise. Hein, voilà, donc notez, j'ai déjà une nationalité. Le deuxième semaine, on devait lire un roman, un thriller, machin, avec une date, un jour, un mois, un chiffre dans le livre. Et avec Perrine, donc la chaîne Rich Trip, on avait décidé de lire toutes les deux. En fait, on a lu 2 semaines consécutives ensemble, pour 2 semaines différentes. Et j'ai dit à Perrine, écoute, tu choisis, parce que moi j'ai moins de piles à lire que toi, et les thrillers, romans noirs, c'est pas ce qu'il y a de plus prépondérant dans mes affaires. Et elle voulait absolument lire celui-là, parce que celui-là l'intriguait, et je dois avouer que j'avais vu passer des avis, ça et là, sans lire vraiment profondément. Quand je lis un livre, j'aime pas lire trop profondément certains avis et critiques. Merci Général Lux pour l'intervention.
pour ne pas me spoiler, parce que très souvent, enfin bon, il y a des chroniques et des critiques qui sont très très bien, mais il y en a certaines, ils vous mettent 3/4 là et ils vous expliquent tout ce qui se passe dans le bouquin et pas intérêt. Et elle a décidé de lire donc le Patrick Sénécal, 7 jours du Talion, donc auteur québécois, tout point, y arriver, qui nous plonge dans le Talion, hein, voilà, vous imaginez. Alors on est en présence d'un homme qui va perdre, alors il est médecin, bien sous tout rapport, sans aucun problème, et il va perdre sa fille. En fait, sa fille, Jasmine, va être assassinée et violée par un homme, et cet homme, ce père, va littéralement partir en vrille, parce que pour lui, il est impensable de ne pas se venger envers cet homme qui lui a enlevé la chose la plus précieuse de sa vie, ce qu'on peut bien imaginer. Et moi, j'ai pensé tout de suite, quand j'ai commencé à le lire, en disant « Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place ?» Parce que c'est à peu près, enfin pour moi, le motto de Patrick Sénécal, « Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place ?» Et donc, il va enlever cet homme, donc le tueur de sa fille, il va le séquestrer dans une petite cabane au fond des bois, je plaisante pas, à côté d'un lac, et il va dresser des barrières partout, autant visuellement que informatiquement, pour ne pas qu'on le retrouve. Simplement, évidemment, la population ayant eu vent de ce qui s'est passé pour sa fille, eh bien, il va avoir aussi l'avis de l'opinion publique, quand, quelquefois, il va être vu. Est-ce que vous l'auriez dénoncé, ou en disant non mais c'est pas bien ce qu'il fait, etc., même s'il a des circonstances atténuantes, ou de dire moi j'aurais fait la même chose, chaton, vas-y, je te couvre. Et Patrick Sénécal contrebalance donc ce père meurtri qui va plonger dans l'absolue folie, enfin folie pour certaines personnes, en tous les cas la folie de vengeance, hein, je parle, avec un flic qui est, je pense, pour moi, et on en a parlé avec Perrine, qui est quand même le point fort de ce bouquin, parce qu'il a bon, ses faiblesses, ses doutes, etc., mais il veut absolument récupérer cet homme, ce père meurtri, avant qu'il aille trop loin, avant qu'il franchisse la ligne de non-retour. Et je trouve que ce flic est largement plus attachant, et avec Perrine on en a parlé, je sais qu'elle en a parlé dans son vlog, et je vous renvoie à sa chaîne et au vlog sur lequel elle parle justement de ce bouquin qu'on a lu. On n'a eu aucune empathie avec le père, ce qui est assez étonnant, parce que théoriquement, un homme qui perd sa fille, qui veut se venger, alors quel que soit ce que vous pensez de l'œil pour œil, dent pour dent, hein, voilà, nonobstant votre avis, normalement, on doit avoir de l'empathie pour un homme qui a perdu sa fille, qui a été assassiné, violé, etc. Donc, et là, il n'y en a pas. Malgré le fait qu'on le voit se venger d'un homme qui visiblement mérite pire que pendre, il n'y a pas ce côté. Alors, moi, j'ai trouvé qu'il basculait trop vite, que c'était beaucoup trop vite son basculement dans cette espèce de bulle de vengeance. Et le manque d'empathie que j'ai eu avec lui m'a fait, à un moment donné, prendre le parti du flic, largement. Et j'ai pas pris le parti du meurtrier, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, ça va, soit tu l'achèves véritablement, même si tu veux le faire souffrir, à ce niveau-là, fais-lui subir pire. Moi, je voyais pire, hein, perso. Voilà. Perso, ce qu'il a inventé, moi, j'avais pensé à pire. Voilà. Alors, les scènes qui étaient annoncées par tout le monde comme glauque, horrible, à vomir et tout. Perrine, je sais qu'elle a une scène ou deux elle m'a dit, oh là là, c'est à la limite du vomito. Alors, sachant que Bibi voulait être médecin légiste, voilà, j'ai pas été si dégoûtée que ça. La seule scène très choquante, et je dois avouer, la seule scène choquante, alors pas au niveau du vomi, hein, mais au niveau où vraiment vous prenez la pelletée, hein, c'est une scène où il y a une violence sur un animal, qui est un facteur dénominateur, enfin le dénominateur commun, on va dire, ou le déclencheur du basculement de ce père, si on veut. Mais voilà, c'est la scène pour moi qui est la plus choquante et la plus violente à prendre comme ça, à se dire mais non, à un moment donné, même moi, je me suis dit bon, c'est bon, ça va, tu vas pas continuer longtemps parce que arrête de t'acharner. Donc
il y a ce côté malsain dans cette scène que moi, j'ai pas retrouvé dans les scènes malsaines qui auraient pu se passer entre le père et ce mec-là. Voilà. Sinon, c'est une très bonne lecture. Vraiment une bonne lecture. Mais je vous dis, le manque d'empathie avec le père, ça a été vraiment, pour moi, le préjudiciable à mon entrée là-dedans. Par contre, j'ai adoré le personnage du flic. Et j'ai adoré ma lecture avec Perrine. Dame Perrine. La divine Perrine. Toujours un bonheur, hein. Je pense qu'on on papote, hein, mais je pense qu'on va lire de temps en temps en commun comme ça, parce que c'est nous, voilà. Bref, merci d'avoir fait découvrir, donc 2 points, 2 et 2 pour la lecture commune. Voilà. Autre livre lu avec Perrine. Oui, on ne se quittait plus. 3e semaine, on devait lire un thriller sorti d'un fait divers ou judiciaire. Alors, toujours Perrine a décidé, parce qu'elle l'avait dans sa palle, elle avait lu le premier tome, d'ailleurs, je vais vous dire, mais ça ne m'a pas du tout dérangé de ne pas avoir lu le premier. Et je vais vous expliquer pourquoi. Elle a décidé de lire Prendre Gloria de Marie Neuser, française. 3 points 3 points et 3 points. Voilà, pour l'instant, ça va, je m'en sors pas trop mal. Qui nous, en fait, est le 2e tome d'une série qu'elle a donnée pour la première. Il s'appelle Prendre Lily. C'est une histoire de fait divers qui s'est passée en Angleterre d'une jeune fille, donc de Lily. Et là, Gloria, qu'elle a sorti en 2e, revient sur les pas et sur une ancienne affaire de ce meurtrier de Lily. Alors, je dois avouer que ça ne m'a pas gênée. Avec Perrine, on n'était pas sûr. Et puis finalement, non, je lui ai dit, quand elle m'a posé la question, je lui ai dit, mais non, ça gêne pas, parce qu'en fait, maintenant que je sais qui il est, et il semblerait que dans Prends Lily, on sait qui il est. Maintenant que je sais qui il est avant, qu'il était avant, je pense que ça va pas me gêner. D'ailleurs, j'ai décidé de lire Prendre Lily dans l'année 2022. Alors là, on est au début des années 90 en Italie. Et c'est une jeune fille, Gloria, donc, qui... alors, il faut dire que c'est un fait divers qui a existé, mais Marie Neuser a changé les noms, enfin les prénoms, etc., pour, évidemment, des droits, on va dire, d'accès à la famille et de questions d'ordre privé pour la famille aussi, pour ne pas leur remettre une couche, même si c'est assez bien expliqué. Gloria, c'est une jeune adolescente, on va dire très banale, commune. Elle a rien qui dépasse, elle est lisse, elle est à la limite du parfait. Bref, c'est une gentille petite jeune fille, tranquillo, sans problème, et gravite autour d'elle une bande qui ne sont pas véritablement des proches amis, mais enfin bon, ils sont dans un petit village, donc tous les jeunes se connaissent, et elle a des frères donc aînés, donc forcément les copains de ses frères la connaissent, et un jour elle va accepter de rencontrer dans l'église, pas loin de l'heure de la messe, un garçon qui végète autour de tout le monde, qui n'est pas reluisant, qui d'ailleurs débecte beaucoup de jeunes filles parce qu'il a une tendance naturelle à harceler les filles qui lui plaisent, alors que lui est plutôt absolument pas le genre de gars qu'une jeune fille va regarder. Il lui propose, en fait il lui dit qu'il va lui remettre quelque chose, et donc elle y va. Et Gloria va disparaître, et ce pendant 17 ans. L'enquête va être confiée à la police, qui va trouver absolument rien, pratiquement, ou très peu d'indices. Le peu d'indices qu'ils vont trouver vont être contrecarrés par d'autres témoignages qui, dans le jour J, moment M, sont valables. Et Marie Neuser va alterner les points de vue, les dates, les gens, et petit à petit va nous donner des indices sur les arcanes de ces témoignages, les cafouillages de la police, les petits arrangements entre amis et ennemis, et notamment le père de ce garçon qui va plus ou moins comprendre assez rapidement que son fils est très malsain et pas catholique. Hein. Voilà, oui, il fallait bien que je la fasse, hein, église catholique. Et donc... il a une attitude de père, il va essayer de protéger son fils, même si c'est un con. Voilà. Donc, Marie Neuser va détricoter l'affaire de Gloria, qui est retrouvée 17 ans plus tard dans les comptes de l'église. Donc, en fait, elle était au même endroit depuis 17 ans.
Mais c'est pareil, il y a des moments où en fait quelqu'un va découvrir, mais c'est pas le moment de se dénoncer, ou on veut pas trop aller aux flics. D'autres, voilà, il y a tout l'opacité de la société italienne de ces années 90. On le sait, hein, il y avait la corruption, il y avait des trafics, il y avait beaucoup de choses, etc. Franchement, c'est un livre qui est assez passionnant parce que ça se lit véritablement comme si c'était des articles de presse qui étaient empilés, et en fait c'est un feuilleton. Donc vous lisez le feuilleton tout le long, comme ça vous lisez jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça que ça ne m'a pas gêné de ne pas avoir lu Prendre Lily, et que je lirai ce livre-là, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Prendre Gloria, parce que l'histoire de justement Gloria m'a touchée. Moi, le garçon, je le voyais sous une forme de grosse limace. En fait, dès qu'elle commence à le décrire, ce qui semble être à pas loin de la réalité, j'ai vu Jabba le Hutt. C'est affreux, pauvre garçon. Mais, il est pas net, hein, pauvre garçon, même pas vous lui confier votre pire ennemi. Hein. Puis vous le croisez au coin d'une rue, vous courez. Mais, voilà, il avait cet aspect visqueux, un peu gluant. Vous savez, voilà, gluant. Ah, il nous a dégoûté avec Perrine dès le début, on s'est dit, ah, mais il est dégoûtant. Il était malsain, voilà. La façon dont il a sans parler de la description, la façon dont elle a d'évoquer sa vie à lui, sa façon de faire, de regarder les filles et tout, il est visqueux. Vous voyez, c'est le genre de truc où vous vous dites intrinsèquement, vous avez une alerte générale dans la tête qui vous dit, putain, tu l'approches pas à moins de 100 mètres, celui-là, et s'il s'approche, tu cours, ou tu te casses. Voilà. Et voilà, il y a une histoire aussi avec Gloria de quelque chose qui est assez mignon d'ailleurs, mais voilà, pauvre gamine, en fait, on se dit à la fin, parce que 17 ans dans les combes, seule comme ça, on comprend la chape de plomb des parents et des frères, quoi. C'est assez compliqué. Donc, franchement, bonne lecture. Donc, Marie Noser, Prendre Gloria, donc Lily sera à lire après. Donc, 4e semaine, j'ai lu, je devais lire. Oui, vous allez voir. Je devais lire avec Laurence, parce que quand on a fait le découpage pour le Black November, le soir où Séverine a fait son plan et nous a posé des questions, savoir si on faisait ce thème-là, ou celui-là. Quand est tombé ce thème-là, de lire un tome d'une saga, j'avais déjà prévu de lire ce livre-là. Et je l'ai dit. Et Laurence, qui était sur Facebook, me dit « Ah, moi, j'aimerais bien lire avec toi, Lisa. Est-ce que ça accepte ?» Je dis « Oui, pas de problème. » Donc, ça faisait 4 points. Je plaisante, hein, je n'ai pas calculé comme ça. Mais en fait, on m'a proposé de lire avec moi. Je dis pas non. Donc, je lui dis, par contre, j'ai déjà prévu mon bouquin. Donc, est-ce que toi, tu l'as? Est-ce que tu peux l'emprunter à la librairie ou à la bibliothèque? Sinon, on ne va pas l'acheter pour ça, quoi. Sinon, on trouve un livre en commun, on trouvera bien quelque chose. Et elle m'a dit, non, ça m'intéresse de le lire. Donc, j'avais prévu de lire les 2 premières enquêtes de Max Lieberman, donc de Frank Tallis. Je dois avouer que j'en ai lu qu'une. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a le signé au milieu, parce que, en fait, je me suis arrêtée à la première, parce que le premier bébé fait quand même 465 pages. Voilà. La deuxième enquête fait autant. Voilà. Alors, le mois de novembre a été un peu... et j'ai eu très peu de temps pour lire. Alors, je suis assez... pas déçue, mais je me suis dit, mais tu as foiré quelque part. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'activités à faire autre chose. Et j'ai eu... j'avais un temps minimum pour lire. En plus, dans le bus, il y a tous ces morveux qui gueulaient comme des putois, alors que d'habitude, ils sont assez calmes puisqu'ils dorment sur leur smartphone. Là, je sais pas ce qu'ils avaient. Ils étaient excités comme des puces. J'arrivais pas trop à lire le matin dans le bus. Donc, ça m'a enlevé, on va dire, pratiquement 2 à 3 heures par semaine de lecture, quoi. Donc, chiant. J'avais décidé de lire ça parce que j'adore La Belle Époque, vous le savez. Et que j'avais vu passer la série de Max Lieberman. Si vous suivez mes podcasts, vous avez vu que je l'avais vu. Et j'étais tombée, mais folle, raide dingue de l'histoire. Et je voulais absolument lire donc, les 2 premières enquêtes que j'avais vues en série, qui s'appellent L'inconscient sur Vienne. Oh là là. Non, mais je vous dis. La justice de l'inconscient et du sang sur Vienne. Moi, j'ai fait un mix des 2. Et je voulais le lire version roman, comme j'avais fait pour Babylone Berlin avec Volker Kutscher, parce que j'aime bien ce genre de choses. J'aime bien me plonger dans le roman.
je préfère le roman à la série généralement. Pas que je n'aime pas Babylon Berlin ni Max Lieberman série, j'adore les deux. Hein. Mais à choisir, je préfère lire un roman d'un roman plutôt que de me coller sur la télévision. Donc, on a commencé. Alors, malheureusement, Laurence n'est pas du tout rentrée dans l'histoire. Elle a eu du mal à rentrer dans Vienne, puisqu'on est en Vienne dans la Belle Époque, hein, au début, donc on est entre 1903, 4, 5, 6. Hein. Donc voilà, elle a eu du mal à rentrer, elle me l'a dit, et elle m'a dit, je suis désolée, je vais essayer de le lire avant la fin du Black November, mais ça va être compliqué. Je lui ai dit, écoute, te force pas, si tu n'y arrives pas, tu ne forces pas, mais on peut papoter comme ça, etc. Donc moi, j'ai continué mon truc, parce que dès le début, j'ai plongé dans l'histoire. Donc on est avec Max Lieberman, qui est un psychanalyste dans la mouvance de Freud, puisque Freud, on le croise dans le roman, à Vienne, on est donc à Vienne, à la Belle Époque, donc avec les us et coutumes de la Belle Époque, ce côté politique très présent, ce côté avec un antisémitisme latent et ambivalent aussi, mais latent comme à cette époque-là, hein, voilà. Max Lieberman est un jeune garçon de très bonne famille, juif, mais très bonne famille viennoise depuis fort longtemps, qui fricote avec la fille d'un ami de son père, qui semblerait lui plaire et où tout le monde le pousse un petit peu pour qu'il se fiance, mais ça n'a pas l'air de le gêner des masses, même s'il se pose des questions, mais voilà. Et il est ami avec Oscar Reinhardt, qui est un inspecteur. Alors lui, marié avec des gosses, très droit, il est aussi loyal à sa bonne femme que dans son travail. Mais voilà, ils se papotent, etc. Et ils sont dans la bonne société. Et un jour, ils vont retrouver, enfin il y a un meurtre, et une femme est retrouvée dans une pièce fermée de l'intérieur à clé, avec aucune possibilité de rentrer, ni par une fenêtre, ni par un couloir, ni par un conduit de cheminée. Et c'est quand même assez bizarre. Donc au début, on pense qu'elle s'est suicidée, mais très vite, le médecin légiste conclut que c'est un meurtre. Donc Oscar va inviter Max à venir en tant que psychanalyste pour voir un peu. Et en fait, c'est un peu le début, on va dire, il fait un peu un profiler, si vous voulez. Et cette enquête-là va partir du côté un peu ésotérique, va partir dans la psychanalyse, mais pas dans la psychanalyse à style à vous tomber la tête contre le mur si vous n'avez pas lu Freud et que vous ne connaissez rien. Non. Il y a beaucoup de choses qui s'impliquent et on suit les deux personnages. C'est-à-dire Oscar quand il fait l'enquête policière pure, Max quand il est à l'hôpital où il reçoit des personnes et il va recevoir une patiente qui est traitée et qui va lui, on va dire, avoir une importance assez prépondérante sur non seulement l'enquête en elle-même, mais aussi sur la suite, qui va lui ouvrir les yeux sur l'enquête, sur certains petits détails. Alors c'est chose-trappe, petit complot, vraiment l'aspect complet de la société viennoise de cette époque-là. Moi j'ai plongé dedans, mais alors je me suis immergée, j'adore ça. J'avais trouvé le personnage de Oscar et de Max tellement attachant et tellement moderne en plus, il est très moderne dans son avancée sur la société, que j'ai hâte de lire. Alors j'avais prévu de le finir, hein, de faire les deux enquêtes, comme je n'ai pas fini, quand j'ai tourné le book haul de décembre, que j'ai tourné bien avant ce point lecture, je pensais le finir, je ne l'ai pas fini, donc la deuxième enquête sera lue vraisemblablement avant la fin de l'année. Ça sera ma lecture de bus jusqu'à la fin de l'année, donc voilà, je vais le lire pendant tout le mois. Je pense que là, les 460 pages, j'arriverai à les lire jusqu'à la fin du mois, sachant que je n'ai pratiquement pas de vacances, voilà, donc je vais pouvoir lire le matin, sachant que les bestioles, les 2 dernières semaines de l'année, sont en congé. Il va y avoir du silence dans le bus. Et je vais pouvoir lire. Voilà, donc je pense que je vais les lire pendant les 2 dernières semaines de l'année. Comme ça, au moins, ça sera tranquille. Voilà, et je vous en parlerai forcément dans le point lecture de décembre. Voilà. Donc, la première enquête de Max Lieberman, donc la justice de l'inconscient. Et franchement, moi j'adore, hein, franchement. Oui, bon, après vous allez me dire, ouais, mais toi t'aimes la Belle Époque, t'aimes ce genre. Oui, mais si vous aimez. Alors moi j'aime ça, j'aime les thrillers historique, mais de cet acabit-là, un peu comme Worker Culture, etc., qui n'est pas trop d'histoire,
Oui, sinon je gueule. Qui est pas trop d'histoire, mais qui est mêlé l'enquête, l'histoire, la société, les personnages, tous les personnages, les relations entre hommes et femmes, etc. Il y a deux femmes, deux portraits de femmes, enfin il y en a plusieurs, mais il y a deux portraits de femmes diamétralement opposés qui illustrent bien la condition de la femme à cette époque-là et les femmes à cette époque, celles qui se contentaient d'être des jolies potiches, comment on les avait élevées, désolé, ah oui, et d'autres qui étaient très avant-gardistes, ça me fait penser à mes suffragettes de famille, et donc ben voilà, oui, moi j'avais les deux, mais en fait j'avais plus des suffragettes que des potiches, hein. Chez nous il n'y avait pas trop de potiches. On fait très bien la potiche, mais pas trop à l'intérieur. Comme disait ma grand-mère, on sait se tenir, mais à l'intérieur ça bouillonne. Oups. Voilà, donc ça c'est une très bonne lecture. Alors, dernière semaine. Dame Séverine, si tu passes par là, zolalu. Alors, la dernière semaine, c'était donc lire un thriller, un roman policier, machin, ça, avec tout ce qui peut rappeler Noël, l'hiver, la neige, enfin bref. Et donc, moi, j'avais décidé de lire 2 livres. Vous me voyez venir. Voilà. Le cercueil rouge, donc, de Sam Eastland, aka Paul Atkins, et donc le fameux Le village de Dan Smith, que je vous explique dans 2 minutes. Alors, Dan Smith, je devais le lire avec ML, mais qui m'a aussi lâché dans le sens où elle était dans un mauvais mood de lecture, et ça, c'est terrible quand vous êtes dans ce genre-là, vous avez vraiment pas envie de lire certaines choses, ou vous avez pas envie de vous forcer, et d'entrée de jeu, elle m'a dit, je crois que je vais pas y arriver. Je lui ai dit, écoute, tu laisses tomber, ne te force pas, et surtout, prends un livre que tu as envie, même si c'est une niaiserie, mais ne va pas te foutre une panne de lecture pour ça, quoi. Tu liras plus tard, t'inquiète pas, et tout, et donc, en gros, je lui ai dit, et je lui redis là, dès que tu l'auras fini, on en papote, il n'y a aucun problème, mais voilà, je veux pas forcer les gens. Et donc là, je suis partie, donc, pensant qu'elle allait, parce qu'elle m'a dit, laisse-moi 2-3 jours pour voir si je me remets de mon mood, donc j'ai commencé celui-là pour me dire, bon, je vais finir, je ferai le village après. Donc, je suis repartie sur Cercueil rouge. Alors, l'année dernière, si vous aviez vu le Black November et mon point lecture, j'avais lu 2 de cette saga de l'inspecteur Pécala, comme une gourde, comme d'habitude. J'avais lu encore complètement disloqué. J'avais lu le 1 et le 3. Ça, c'est le 2. Non? Oui, c'est ça. Oui. Donc, moi, j'avais lu L'œil du tsar rouge et Sibérie rouge. Et donc, là, c'est Cercueil rouge. Oui, non, mais Lisa, elle fait un peu n'importe quoi. Alors, Cercueil rouge suit enfin, vraiment, le rouge Sibérie. Vraiment de très peu, parce que en fait, en gros, c'est vraiment pratiquement le même laps de temps, hein, on va dire. Ça se suit dans la continuité. On est en présence de Pécala, qui était l'inspecteur très particulier du tsar, donc de Nicolas II, qui était investi de tous les pouvoirs par le tsar et qui portait une émeraude, en forme d'œil. Donc l'œil d'émeraude, comme on l'appelait, il était très connu pour avoir les pleins pouvoirs, pour pouvoir enquêter sur tout le monde, y compris le tsar et la tsarine. Bref, c'était un peu je sais pas, un mix de James Bond et des services secrets absolus. Enfin bref, un des meilleurs espions et policiers du tsar, qui était tombé en disgrâce à la chute du tsar, envoyé au goulag, et que Staline, un peu parano, un peu dangereux, voire beaucoup, avait récupéré à l'aide du major Kirov, qui va devenir l'agent de Pécala, pour en faire son propre enquêteur. Donc Pécala est toujours sur le fil du rasoir entre on va dire son admiration et sa promesse au tsar, et le fait qu'il est quand même un russe blanc. Et le fait que, contrarier Staline, pas bonne idée. Surtout qu'il a tâté du goulag, alors vous avez peut-être pas envie de trop y retourner. Et il y a d'autres raisons pour lesquelles il fait ça. Et donc, dans cette enquête-là, c'est Nagorsky qui est, en fait, l'homme qui va initier les plans d'un futur tank qui s'appelle réellement le T-34, qui fut l'arme de guerre absolue de Staline
Ça a été le tournant quand ils l'ont mis sur sur le sol, hein, après Barbarossa. Et en fait, Staline, à cette époque-là, on est en 39, se doute bien qu'Hitler va lui faire un coup de... Et il se dit, ouais, on va préparer les devants parce que l'autre, il va nous tomber dessus, là, et il faut préparer. Alors, il laisse champ libre à Navorski pour monter cette tank dans cette base secrète. Simplement, on va retrouver le pauvre Navorski sous les chenilles de son tank, disloqué, donc pas beau à voir. Et il va envoyer Pékala et le major Kirov sur la base secrète pour enquêter. Et alors là, ça part évidemment dans beaucoup de sous-complots, etc. Et il va se retrouver face à ses anciens camarades, les Russes blancs. Une partie de la société montée un peu avec l'aide de Staline pour essayer de contrecarrer tout le monde. Enfin, c'est très nébuleux, mais c'est très bon. Et Sam Eastland a ce côté de historique où il oscille. Alors il y a des passages, c'est toujours des chapitres très courts entre la Russie impériale, donc la vie de Pékala avant, au temps du tsar, et la vie de Pékala au temps de Staline. Donc en fait il alterne le passé et le présent dans des chapitres courts qui expliquent à chaque fois pourquoi telle décision, etc. C'est vraiment, vraiment bien foutu, c'est fluide, c'est agréable. L'inspecteur Pékala est un des personnages auxquels vous vous attachez rapidement. Kirov aussi. Et c'est très agréable de voir le fonctionnement aussi si vous ne connaissez pas la Russie impériale, de comment le tsar était. Il se tenait au courant de tout. Comment fonctionnait la tsarine, les ramifications avec tous les gens qui se tournaient autour. On croise donc Raspoutine, etc. Et le fonctionnement aussi de la Russie soviétique, donc là on est en 39, de la Russie stalinienne, du fait que Staline était loin d'être un idiot et qui voyait arriver gros comme maison la guerre, la Seconde Guerre mondiale et puis le déferlement nazi, mais que voilà, il ménageait un peu le chèvre et le chou, surtout pour préparer son armée rouge qui était un peu en déroute, enfin pas en déroute, mais c'était pris dans la gueule aussi. Voilà, il y a eu beaucoup de choses et il y avait aussi ces plans quinquennaux qui arrivaient par brassée de 12 et lui, sa vie, c'était ça. Voilà. Donc il y a beaucoup de ramis, et puis bon, il y a la police politique, enfin bref. Franchement, j'ai encore passé un excellent moment avec Pékala, donc du coup, il en reste 3 et forcément, je les lirai parce que j'aime vraiment beaucoup cette saga de Sam Eastland. Et puis bon, voilà. Hein. Alors ceux qui me connaissent et qui ont lu mon roman de Retour en URSS savent très bien que moi, la Russie impériale et l'URSS, c'est aussi ma cam. Et ceux qui ont écouté le podcast sur l'histoire et moi, qui est en libre accès sur SoundCloud, sur ma chaîne SoundCloud, surtout vont très bien comprendre, parce que moi j'ai dit qu'une de ma deuxième période préférée, c'était la Russie impériale et l'URSS. Donc voilà, ça n'étonnera donc personne. Voilà. Donc, Sam Eastland est américain, donc par 5 points. Hein. C'est con. Mais je vais rester à 4 points partout. Hein, parce que voilà. Et dernier, lu pour le Black November. Attention, coup de cœur de l'année. Alors, Dan Smith, 2 livres lus, 2 coups de cœur. Un l'année dernière, un cette année. Moi, je pense qu'il faut que j'arrête de lire Dan Smith, parce que... Alors, Séverine, que je remercie, m'avait dit, après mon coup de cœur sur Hiver Rouge, que j'avais gonflé tout le monde l'année dernière, elle m'a dit, il faut que tu lises Le Village. C'est le premier, mais il faut que tu le lises. Alors, et elle avait raison, mais j'ai adoré. On est en 1930, en Ukraine, dans un petit village reculé, isolé, mais vraiment reculé, avec Lucas, ses fils, sa fille, sa femme, qui ont peur, enfin qui redoutent plus précisément les 25 000, donc c'était ces jeunes Russes soviétiques qui étaient dépliés, éparpillés pour pouvoir en fait mettre la main sur le pays, puisqu'ils étaient en train de faire de la chasse à certains propriétaires terriens, puisqu'ils voulaient faire les kolkhozes, et donc on impose par la force, hein, tout ce que vous avez c'est à l'État. C'est facile, hein, tout ce qui est à vous est à nous, hein, voilà. Donc ils sont dans ce village et on ouvre en fait la scène d'ouverture et ils sont à la chasse. Parce que en Ukraine, en 1930-31, c'est le début de ce qui va être un an plus tard et un an et demi plus tard, la grande famine d'Ukraine,
qui est une des pires famines qui ait existé, avec notamment des rapports de cannibalisme. On vendait les gens des morceaux sur les marchés. On a bouffé tout ce qui était comestible, hein, les arbres, les animaux, qui serait passé. Hein, voilà. Et après, qu'est-ce qu'on bouffe, quoi. Voilà. Et donc, eux, ils sont partis à la chasse. Ils vont choper un misérable lapinou. Et ils vont avoir arrivé une ombre. D'abord, ils pensent que c'est les soviétiques, enfin l'armée de Staline. Et c'est un homme qui a un traîneau, qui traîne une espèce de, vous savez, ces espèces de carriole sur patins, comme enfin un traîneau, quoi. Et là, je commence à fatiguer. Et donc, ils vont arrêter cet homme qui a l'air blessé, qui tombe, etc. Et Lucas va le récupérer, va dire on va l'amener au village. Un de ses fils, n'est pas tout à fait d'accord avec lui, mais bon, voilà. Et en soulevant la bâche qui couvre le traîneau, ils vont découvrir 2 enfants atrocement mutilés, morts de froid, gelés, congelés, avec des blessures qui évoquent à Lucas assez rapidement le fait que ce n'a pas été fait par un animal. Vous voyez venir, voilà. Et quand ils vont installer donc cet homme qui est vraiment gravement blessé, etc., sa femme n'est pas du tout d'accord et va disparaître dans la nuit une petite fille, donc sa nièce. Et il va arriver cette espèce de chasse à l'homme, réellement, avec le poids et la peur et cette espèce d'épée de Damoclès de l'arrivée des soviétiques dans ce village qui a plus ou moins été épargné dans le sens où il est tellement isolé que personne n'arrive à le trouver dans la carte. Enfin, encore fallait-il qu'il soit sur la carte de l'époque. Franchement, alors c'est haletant. C'est sidérant. Il dresse un portrait de l'Ukraine de cette époque-là de façon historiquement vraiment bien. Bibi a travaillé dessus. Et c'est Dan Smith. C'est-à-dire que c'est à la fois haletant, à la fois émouvant, à la fois dur, à la fois glaçant. Il y a des personnages qui sont vraiment bien foutus. Vous rentrez là-dedans comme, je sais pas comment vous expliquer, vous rentrez là-dedans comme si vous étiez immergé dans le film, enfin dans le livre et dans le film, je veux dire, des fois vous immergez, en fait vous avez l'impression que le roman vous entoure et vous rentrez à l'intérieur. Il y a cette écriture toujours poétique, toujours, voilà, avec ces amas de neige, avec ces bois, ce vent, ces idées, ces croyances, ce côté un peu, oui, il y a beaucoup de croyances dans les pays slaves et notamment en Ukraine sur certaines choses, et il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent. Vous y attendez pas, ça vous surprend, vous sursautez comme une dame, voilà. Mais historiquement, voilà, c'est franchement, comme j'avais dit pour Hiver Rouge, c'est d'une beauté sidérante. Je sais pas quoi dire de plus, parce que il est tellement merveilleusement bien foutu, ce roman, que quand vous êtes à la fin, vous dites « Oh mais non, moi je voulais voir ». Alors, ça fait frémir, bien sûr, mais je trouve que c'est tellement parfait dans le déroulé, dans l'historique, dans la montée de cette chasse, de cette ombre fantomatique qui arrive là, mais que vous savez pas s'il est là. Enfin, il est jamais. Déjà, vous sursautez toute seule quand il est pas là. Donc voilà. Franchement, lisez Le Village de Dan Smith. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Déjà, si vous n'avez pas lu Hiver Rouge, vous achetez les deux et vous lisez les deux. Franchement, c'est mon dernier coup de cœur de l'année. Alors, je pensais en avoir que 10, 11. Là, j'en suis à 15. Parce que celui-là, je suis obligée de l'inclure. Ce qui va m'embêter le plus, c'est de les classer. Là, je vais m'emmerder vraiment. Là, je vais être très, très embêtée pour les classer. Mais franchement, Le Village est une... Voilà, c'est encore un coup de cœur absolu. Donc, merci à Séverine et à Dan Smith de l'avoir écrit, surtout. Alors, je voulais juste vous parler des 2 lectures que j'ai fait en marge. Parce que c'est des lectures... Alors, une, c'est... Je vais vous le dire rapidement.
C'est la première, alors excusez l'approximatisme, comment on dit oui, que sur approximatif, on va dire. De mon petit retour, je l'ai lu vraiment au début du mois de novembre, fin octobre, début novembre. Je l'ai reçu dans la Masse Critique Babelio. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai choisi le livre de la Masse Critique. C'est rare que je prenne de la Masse Critique parce que généralement, les bouquins que je veux m'intéressent pas que j'aimerais ne sont pas accessibles. Ils sont pas dans la Masse Critique. Ou alors ceux qui sont là, bon, c'est ceux qui sont trop connus, qu'on voit partout, ça m'intéresse pas. Et là, évidemment, moi, en voyant vite, j'ai vu Goulag. C'est Zoulag. Donc c'est Zoulag de Stéphane de Sienne. Donc c'est aux éditions du 38. Alors on est dans une espèce de post-apocalyptique anticipation. En fait, il y a eu une peste sur le monde et en fait, ils ont créé des zones, donc des genres de Zoulag, à 3 endroits différents de la Terre où il y a des zombies. Zoulag, zombies. Et il les laisse se désintégrer, enfin se détruire, enfin avec dignité, autant de dignité qu'on peut quand on un zombie quoi. Voilà, il y a des morceaux qui tombent, etc. Oh super. Et donc en fait il y a il y a 4 parties dans ce livre-là qui expliquent toutes les ramifications. Alors il y a des chercheurs qui utilisent de la viande avariée pour faire leurs expériences. Il y a des gens qui vont dénoncer ces échanges, des activistes et qui dénoncent ces profiteurs. Il y a les profiteurs eux-mêmes qui vendent, et donc money is money. Il y a aussi des partisans de la révolution qui vont libérer certaines choses ou qui vont montrer qu'on doit mourir décemment, même si on est des zombies. Alors décent, tout est relatif. Donc je vous dis, il y a 4 parties qui expliquent assez bien ce qui se passe. Alors moi j'ai bien aimé ma lecture, jusque là ça va, ça se tient. Le seul truc quand même, c'est que c'est assez inégal. Voilà, alors il y a 4 parties pour moi qui sont inégales. J'ai beaucoup aimé la 3e partie, pas mal la 4e. Je dois avouer que les 2 premières, j'ai l'impression, et je ne me suis pas renseignée, mais j'ai l'impression que l'auteur n'a pas du tout écrit les 2 premières à la même période qu'il a écrit les 3 et 4. Parce que le style change, et on le sent au style. Alors le style dans le sens, la façon d'amener un roman, la fluidité du roman. Voilà. C'est beaucoup moins fluide dans les 2 premières parties, même si ça se lit. Il y a beaucoup de personnages, et donc vous avez du mal à vous attacher. Et ça a été un deuxième point, c'est que je ne me suis pas réellement attachée à 1 ou 2 personnages, ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. J'ai eu du mal à m'attacher à ces personnages, et j'ai eu ce problème-là. Alors, d'un autre côté, j'aimais bien le côté utilisons la matière première. On va pas se gêner. Il y a les zombies. Ça fait du commerce. Ils sont morts. Enfin, presque. Donc, autant utiliser cela pour faire des expériences plutôt que des souris, pauvres bêtes. Ou des chats ou des humains pour tester. On va tester sur des zombies. Voilà. Moi, je trouvais que le postulat était vachement bien foutu. Même si, évidemment, vous vous posez la question de vous dire, ouais, est-ce que j'aurais fait la traite de ces zombies money is money, hein, voilà. Enfin, on s'en fout. Enfin, il y en a certains qui... il y aura toujours des profiteurs, messieurs, dames. Donc, arrêtez de croire que la société parfaite existe. Elle n'existera jamais, les êtres humains n'étant pas parfaits. Donc... moi, je trouvais bien ça. Mais voilà, ce côté où il n'y a pas d'attachement au personnage, où il y a une égalité d'écriture entre les 2 parties, je dois avouer que j'ai lu ça, mais peut-être pas aussi intensément que j'aurais dû le faire. Voilà. Donc j'ai bien aimé. Ça m'a plu parce que l'idée est originale et que les parties sont bien foutues, c'est assez court, on saute d'un chapitre à un autre, ou des fois il y a des chapitres qui font 2 pages, donc c'est assez facile à suivre, et voilà, c'est à plusieurs endroits de la planète, il y a plusieurs ramifications qui s'expliquent à la fin. Mais je vous dis, il y a ces 2 gros petits points noirs pour moi qui ont fait que j'ai trouvé que c'était bien troussé,
Mais justement, ces deux trucs-là m'ont fait un peu décrocher et j'ai trouvé qu'ils voulaient aller trop vite, trop loin. Mais par contre, l'idée de départ des zombies et du Zoulag, c'est vraiment bien. Donc voilà, si vous aimez l'anticipation, les zombies, les machins, les trucs comme ça, et un livre où vous ne prenez pas trop la tête, Zoulag, donc Chronique des jours d'après, tu m'étonnes, donc de Stéphane De Sienne chez les éditions du 38. Et ensuite, et donc merci à la masse critique, et ensuite, à tout seigneur, tout honneur, je remercie la personne qui me l'a recommandé lors d'un live et après aussi par Messenger. Donc s'il passe par là, monsieur Stéphane Chamac pour les intimes, qui m'a dit « Est-ce que tu as lu ça ?» J'ai dit « Oh non, mais je connais quelqu'un qui peut me le prêter. » Donc, j'ai lu L'île au tronc de Michel Julien, donc c'est chez Verdier. Verdier, j'avais déjà lu là, le merveilleux L'île à rouge. Et donc, c'est un livre assez particulier. C'est un roman très intense. Qui parle de Samovar. Donc en fait, c'est genre de cul-de-jatte de soldats, en fait, puisque oui, on va suivre deux copains qui sont dans un endroit où en fait leur but c'est manger, boire, papoter, demander une augmentation de leur pension. Et aussi porter au nu une aviatrice qui s'appelait Natalia Fedorovna Meklin c'est vraiment un culte qui lui voue carrément. Et on va suivre ces hommes et leurs compagnons en fait dans cette espèce de roman où vraiment il est très court mais très exigeant. Il y a une plume assez, il y a beaucoup de métaphores. Il y a des belles métaphores. Quelquefois c'est un peu surchargé mais c'est bien foutu, mais ça peut être surchargé pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude. Moi, j'ai trouvé que c'était à la fois... Alors, il y a des moments émouvants, puis tout d'un coup, vous avez un moment drôle, et puis tout d'un coup, vous avez un moment plus sordide, et puis ça repart sur le drôle, même quelquefois l'absurde. Quelquefois le burlesque ou l'absurde, et puis tendre tout d'un coup. Il y a plein d'émotions. Dans un petit truc comme ça, il arrive à passer d'une émotion à une autre assez facilement. Moi, je trouvais que c'est un très joli roman, très exigeant aussi, et vraiment très, très peu commun. Donc l'île au tronc, forcément, c'est les hommes troncs. Vous avez... Voilà. Oui, si vous ne savez pas le concept de Samovar et des cul-de-jatte de guerre, c'est Svetlana Alexievitch qui l'a expliqué, donc je vous réfère à Madame Svetlana. Franchement, merci Monsieur Chamac, parce que moi je l'avais pas lu, et je l'aurais peut-être pas forcément lu tout de suite, mais Kotick et Pior, moi j'ai bien aimé mon voyage avec eux, ils sont assez particuliers. C'est assez inventif, c'est inventif, je vous dis, c'est une vie tronquée. Oui, les jeux de mots en fin de vidéo, je fais ce que je peux. C'est une vie tronquée, mais elle est pas vaine. Je devrais faire des vidéos à l'arrache plus souvent. Donc voici ce que j'ai lu au mois de novembre. Donc les deux hors série, on va dire, Black November. Donc L'île au tronc de Michel Julien chez Verdier et donc Zoulag de Stéphane De Sienne chez 38. Et ensuite, donc, je vais finir. Le village de Dan Smith. Mon coup de cœur, encore. Le cercueil rouge de Sam Eastland. Donc, voilà. Je vais les mettre de ce côté, comme ça vous les verrez comme ça. C'est mieux. C'est plus simple. Mets bien le Dan Smith qu'on le voit bien. La fille qui fait pas du tout ses mixages. Ensuite, Max Lieberman. Donc, la première enquête, la justice de l'inconscient, mais je lirai la deuxième donc au mois de décembre. Ensuite, prendre Gloria en lecture commune, donc avec Mademoiselle Perrine, et aussi les 7 jours du talion avec Mademoiselle Perrine. Et donc, Mo et Berman avec Lilou, les deux autres étant Laurence et ML. Mais voilà, tout ce que j'ai lu au mois de novembre. Je trouve que c'est un bon résultat. J'aurais pu lire plus, mais je vous dis, il m'a manqué en gros 3 heures de lecture par semaine. Voilà. Dans le bus. Donc c'est assez compliqué, mais je m'en tire pas trop mal, sachant que les 15 premiers jours de novembre, j'ai pas trop lu parce que j'étais en congé et j'avais beaucoup de choses à faire. Et bah voilà, quand je suis en congé, il y a des moments où je lis beaucoup et il y a des moments où j'ai pas le temps de lire. Voilà, donc ça fait partie des moments où j'ai pas eu trop le temps de lire. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce très long point lecture. Je suis désolée, mais bon là il y avait quand même matière. Sinon, vous prenez une tasse de café au début, et puis voilà.
Le prochain, prochaine vidéo, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est soit la genèse de la Noble Semaine en Famille, soit le point historique. Je verrai ce que je tournerai. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. On se donne rendez-vous donc pour le prochain point lecture à la fin de l'année. Et il sera suivi dans la foulée avant du bilan 2021 et des top 15, donc des romans de 2021 pour lesquels j'ai eu les coups de cœur. Et il y aura aussi une vidéo sur les projets 2022 où vous verrez, je vous expliquerai ce qu'il en est et comment je vais m'organiser l'année prochaine. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Je vais donner à bouffer encore au Général Hux parce que là, il s'est calmé, mais ça ne saurait tarder qu'il recommence à gueuler. Il me fatigue, lui. Et puis bon, maintenant, j'en ai marre, je vais me déshabiller, me doucher et puis manger parce que j'ai très faim. Et il est déjà 19h45 et j'ai de la chance parce que j'ai mis carrément, on dirait Versailles aujourd'hui. Hein, mais j'ai tout allumé parce que c'est tellement noir derrière, dehors que c'est moche. Allez, au revoir et merci encore pour tous mes binômes. Le Black November, vivement l'année prochaine. Hein, parce que là, un an à attendre le Black November, qu'est-ce qu'on va s'emmerder.